Bonjour, 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 bonjour Bonjour à à tous. tous. Bonjour à tous. bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet Tandem Expertise, représenté ici par Julien Sportes, sur le sujet des conditions de négociation salariale dans un contexte où les entreprises, les employeurs sont sous addiction des allègements et autres exonérations de cotisations sociales et les trappes à salaire et la trappe à bas salaire que ça génère et comment ça la génère et un peu l'injonction contradictoire qu'il y a derrière ça et ce que recouvre c'est la problématique de l'allègement des cotisations dans le cadre d'une négociation salariale et la problématique qui est majeure que ça pose. Donc bienvenue à vous tous et à vous toutes dans le chat. N'hésitez pas, au regard de ce que vous allez entendre, rebondir pour partager un peu comment ça fait écho chez vous. On a la chance d'avoir deux élus qui vont nous éclairer sur un peu comment ils vivent la problématique de la négociation dans des entreprises où les allègements de charges pèsent très lourd et ont pour le moins tendance à tirer vers le bas. Les niveaux de salaire. Donc, toi, Sébastien Chauvin, toi, tu représentes la CFDT chez Decathlon. Et Stanislas Boger, toi, tu représentes FO à la Fédération FO Transport, donc avec une approche un peu plus macro sur le secteur du transport, on va dire qu'il n'est pas la problématique est majeure. Et donc, tu nous l'expliqueras comment vient se greffer, entre guillemets, le sujet des allègements de charges dans le cadre des négociations que vous tentez de mener sur les salaires. On vous propose un sondage, histoire de se mettre dans le bain. Donc, je vous formule le sondage qui vous est proposé, parce que c'est un des nœuds un peu de la discussion, l'échange qu'on va avoir aujourd'hui. Et donc, la question est, est-ce que votre direction se montre transparente sur le montant et la part des allègements de cotisations sociales dans la masse salariale? Est-ce qu'elle vous sert des informations fines, transparentes sur la réalité des allègements, ou alors c'est à vous d'aller les chercher, parce que si vous attendez, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, et quand même vous demandez, est-ce que vous l'obtenez? Ça, c'est une question corollaire, et on le verra que ce n'est pas forcément évident. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce sondage, et comme ça permettra de donner un peu, c'est pas une boussole, mais ça permet de donner au moins une ambiance. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long. On va organiser les échanges comme ça sur un sujet parce que le sujet, en fait, mine de rien, enfin, c'est même pas mine de rien, il est technique. Donc, merci à Julien qui va prendre quand même le temps, pendant les 20 premières minutes, de nous dresser un peu le panorama et les indicateurs qu'il faut avoir en tête quand on parle et les repères qu'il faut avoir, surtout les repères macro qu'il faut avoir en tête quand on parle d'allègement de charges et le lien avec les salaires. Et va donc mise en panorama de Julien. Ensuite, Stanislas et Sébastien étayeront, ils iront bien où ils voudront, mais au regard de leur pratique sur le terrain, au regard de ce qu'a dit Julien, comment on s'approprie la chose et comment on appréhende cette problématique. Et ensuite, Julien, tu réinterviendras sur la méthodologie et les tactiques et les stratégies qu'on peut mettre en place une fois qu'on a une vision fine de la réalité des allègements de charges dans une structure salariale. Voilà, en gros, ça c'est la colonne vertébrale qu'on vous propose initiale. Maintenant, ça va pouvoir aller là où ça veut. Mais voilà l'idée. Et l'idée aussi, c'est de prendre au maximum en compte ce que vous allez, les échos que vous allez pouvoir nous faire partager dans le chat. Donc, vraiment, on y accorde une grande attention, donc n'hésitez pas. Voilà. Écoutez, je passe la parole à Julien. Donc, merci à Tandem Expertise de porter cette nouvelle rencontre, Julien. Et je te laisse un peu nous mettre dans l'ambiance et ce qu'il faut savoir pour appréhender le sujet. À toi. Très bien, merci Rodolphe. Donc, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors, on t'entend, par contre, l'image, elle lag. L'image est figée depuis tout à l'heure. Donc, Ouais, ce que je propose, c'est juste, je me déconnecte, je me reconnecte, juste un petit instant. ouais, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. On va faire comme ça. Donc, Julien va revenir. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à répondre au sondage. Vous n'êtes pas encore beaucoup à avoir répondu.
Dans tout ça, vous êtes déjà 87% à dire que non, la direction ne vous transmet pas les informations sur les allègements de cotisations sociales. À Ouais. confirmer, à voir la tendance, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore assez à avoir répondu pour pouvoir qu'on puisse lui donner. Et dans le chat, si je peux, si je peux me permettre, Vas-y. dans le chat, on a Yacine là, qui fait une très bonne réflexion pour bien réaffirmer que ce sont bien des cotisations et non pas des charges. Et c'est moi qui disais charge depuis tout à l'heure? Non. Ah, c'est vrai? Ouais, non, mais oui, non, mais classique. Ouais, non, mais ok. Ok, non, ben, il a bien raison. On est d'accord. Mais pourtant, je croyais. Alors, dans la tête, je pensais avoir dit cotise. Hein. Mais alors, toi, tu auras l'occasion d'en parler, Stanislas, sur le COPE. Ben, moi, le premier, on intègre la notion de charge. Et c'est un billet. C'est un billet. On attend, mais tu as bien raison. Daniel, bah, Julien en parlera. Effectivement, c'est des données qui ne sont pas forcément très fines. Alors, Julien, tac. Alors là, je ne peux pas présenter la présentation de Julien à la place de Julien, c'est pas possible. Ok. Comment on dit collaborateur et non pas salarié. Oui. Ouais, c'est un sujet collaborateur salarié, oui, effectivement, dans certaines entreprises. Ok, alors Julien, il est où? Excusez-nous, hein, excusez-nous, mais ça, parce que là, je vois pas trop comment donner la parole à Sébastien et à Stanislas avant que Julien intervienne. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi? Je n'ai pas prévu. Toc, toc. Je regarde qui. Bah, peut-être de façon quali, là, vous êtes quand même déjà peut-être une quarantaine à avoir répondu. C'est 93, pour l'instant, vous êtes 93% à dire non. Non. Donc, ben, pour les 6% qu'on dit oui, bah, peut-être ça serait intéressant d'en savoir plus, peut-être. Et sur les 94% qu'on dit non, ben, essayer de savoir, là, a priori, c'est ce que disait Daniel, en disant même quand dans le cas d'une politique de l'expertise sur la politique sociale, on n'a pas forcément les informations. Ben, essayez pas, pendant ce temps de latence, entre guillemets, n'hésitez pas à contextualiser. Ouais, le sondage, Cédric, il est dans la partie sondage, là je l'affiche. Voilà. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe. Vous le voyez là, le sondage? Non, il est juste en bas à droite pour avoir le sondage. Ouais, c'est ça, ça apparaît comme ça? Ok. Ouais, Cédric a trouvé. Bon, bah, Cédric, si tu peux partager la piste. Parce que moi, avec la vue que j'ai, bon, par contre, j'aimerais bien récupérer Julien. Bon, excusez-moi, je vais couper mon micro parce que je vais appeler Julien. Parce que sinon, on va partir avec toi, José, mais ça serait quand même bizarre. Je coupe mon micro.
On va pouvoir récupérer Julien Sportes quand même. Oui, Sébastien. Alors, je vais te. Ah, putain. Alors, je vais faire un message d'excuse pour dire qu'on arrive dans 5 minutes. Attends 2 secondes. Hein. Je raccroche et je te reprends et je te recrée un compte et tu vas recevoir une nouvelle invitation. À toutes. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Je m'excuse, on prend du retard, mais il faut vraiment qu'on ait la présentation de Julien et je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, il faut que je recrée un compte. Je vous raconte ma vie, mais il faut que je recrée un compte pour Julien en tant qu'intervenant. Donc, ça me prend 2 secondes et vous patientez et on revient je reviens dans. Et oui, effectivement, ce sera coupé au montage. Pour la musique, je peux rien faire, mais je crois que Stanislas est un très grand chanteur. Je pense qu'il vaut mieux pas. Hein. Ah, même si je la connais, je pense qu'il faut mieux pas.
Je vois qu'il y a quand même du monde là, qui continue à arriver. Pour ceux qui prennent en cours, on a perdu notre intervenant, on essaie de le récupérer. Bon, il faut une première, donc excusez-moi. Stanislas, on va commencer avec toi. Avec 20 minutes de retard, bon, je vais arrêter de m'excuser parce que bon, c'est bon. Stanislas, et après, Julien reviendra. On ne fait pas des choses dans l'ordre, hein, désolé, mais en tout cas, vous aurez le replay, vous pourrez remettre dans l'ordre. Et Stanislas, si tu peux nous expliquer, Julien va revenir sur le côté, le fait que c'est lui qui avait trouvé le côté addiction, les entreprises qui étaient vraiment addictes, les entreprises qui étaient addictes aux exos et aux allègements au point qu'elles l'intégraient complètement dans leur modèle, quoi, et que ça ne se discutait pas. Est-ce que tu peux nous caractériser le poids que ça représente dans ton secteur et les incidences que ça a à toi? Oui, merci. Bonjour à tous. Effectivement, on va partir sans présentation d'introduction, c'est pas grave, on va le faire a cappella. Effectivement, pour le transport routier marchandises, on s'aperçoit que pour les entreprises, c'est plus qu'une addiction. On est arrivé à un point où les entreprises ne regardent plus au long terme. Ils ne regardent plus à 2 ans, 5 ans, 10 ans sur une pérennité de leur structure, de leur cœur de métier, mais ils ne regardent plus que qu'est-ce qu'on va avoir l'année prochaine ou dans 6 mois comme exonération de cotisation, et quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, je m'explique, que ce soit sur les allègements anciennes loi Fillon, sur la réduction de cotisation générale, puis est venue l'intégration du CICE. Mais nous, dans le transport routier marchandises, on a un cumul avec la déclaration forfaitaire spécifique, plus connue sous la DFS, qui est de 20% sur les frais professionnels. Sans compter ce que récupèrent les entreprises via les taxes, via les allègements de taxes pour le coup. Là, c'est pas sur des allègements de cotisation, mais bien sur des allègements de taxes, avec la récupération de la TICPE sur les carburants. Donc, ils construisent vraiment leur modèle économique sur les allègements de charges, puisque pour les entreprises, c'est effectivement des charges, alors que pour les salariés, on est bien sur des cotisations sociales qui seront notre salaire différé, même si on ne l'a plus trop malheureusement en tête, ce salaire différé, puisque ça rentre via certains médias dans les esprits, et tu t'es fait avoir tout à l'heure, Rodolphe, en parlant de charges, c'est qu'effectivement, dans l'imaginaire collectif, on dit effectivement, les entreprises payent trop de charges, il faut qu'elles payent moins de charges pour pouvoir embaucher plus. Et là, malheureusement, on torpille nos caisses, quelles qu'elles soient, que ce soit famille, chômage, retraite. Je suis assez bien placé pour en parler, puisque j'ai été plus de 12 ans à l'URSSAF et président d'une caisse de recouvrement. Et dans cette caisse de recouvrement, il y avait encore viscéralement ancré le pilier de la sécurité sociale et l'intérêt de verser ces cotisations sociales, ce qui est quand même une bonne chose par les temps qui courent. Alors, sur la réduction de cotisation générale, on a et tu l'avais dit à un moment, c'est vraiment une trappe à bas salaire. C'est-à-dire que
vu que plus on va avoir d'exonération en étant au plus proche du SMIC, puisque l'allègement de cotisation générale va jusqu'à 1,6 fois le SMIC, on a des salaires qui sont extrêmement bas. Les grilles de salaire restent, en tout cas pour le transport routier, mais on le voit dans beaucoup d'autres secteurs, où on reste à soit pile le SMIC, soit 1 centime au-dessus le SMIC pour bénéficier au maximum de cet allègement de cotisation. Alors, je vois que Julien est revenu. Je ne sais pas s'il veut faire un bout. Non, mais vas-y, continue, Julien. Je ne sais pas si vous prendra la main m'entendez. après toi. Je ne sais Ouais, pas si vous Julien. m'entendez, mais effectivement, bon, je ne sais pas, j'arrive pas à réactiver la caméra, mais enfin, Alors, si vous m'entendez, alors c'est déjà bien que tu sois revenu parmi nous. bon, Et désolé. à défaut de te voir, et normalement, je t'ai envoyé une demande d'activation de la caméra. Oui, mais j'ai tout accepté. Ok, bon, bah écoute, je laisse Stanislas, et après, tu reviendras sur quand je te propose ça. Julien, c'est ok pour toi? Ah bah, tu me dis, Ouais. tu me dis. Ouais, comme Julien a commencé, comme Stanislas a commencé à nous partager la situation dans le secteur transport, autant continuer. Et après, je te passe la main. OK? Ok. Et donc, Stanislas, est-ce que tu. Vas-y, continue. Ouais. Oui, donc du coup, les salaires restent malheureusement au plus proche du SMIC pour que les entreprises puissent bénéficier au maximum de l'allègement de cotisation. C'est vraiment un réel frein à la promotion sociale dans les entreprises, puisque systématiquement, alors on l'a vu dans le sondage, très peu estiment que leur entreprise est transparente sur le partage des chiffres globaux des allègements de cotisation. Les entreprises, quand elles font les NAO, elles l'ont pleinement en tête, et tout est calculé au dixième de centime près, les répercussions qu'elles vont avoir. Et c'est la première chose qu'elles calculent. C'est si elles augmentent la masse salariale, elles vont diminuer leurs allègements de cotisation. Et c'est vraiment un problème fondamental. Et nous, on a la double peine, ce que j'ai esquissé tout à l'heure, on a la double peine dans le transport routier marchandises, puisqu'on vient s'ajouter à ces allègements de cotisation la déclaration forfaitaire spécifique de 20% dans notre profession, qui vient se mettre sur nos frais de route, sur nos indemnités de repas, de découcher, de petit déjeuner, où en fait on va pratiquer un abattement. On va, au mieux d'avoir les frais professionnels en bas du bulletin de salaire, c'est-à-dire non chargés, on va les remonter en haut de la fiche de salaire pour pouvoir justement appliquer des cotisations sociales dessus et pratiquer un abattement de 20%. Sauf que pour le salarié, il va perdre justement ce pourcentage de cotisation, puisqu'avant, s'il avait 1 000 euros, 1 000 euros de frais de route, c'était 1 000 euros de frais de route. Alors que quand on le remonte, ça va être plus que 800 euros de frais de route, puisqu'ils auront été réintégrés dans le brut et abattus. Sachant que sur cette partie-là, parce qu'on dit, c'est bien, je vais cotiser plus. Alors qu'en fait, on cotise pas sur cette partie-là. Et le fait de pratiquer l'abattement de 20%, ça diminue d'autant la cotisation chômage, la cotisation retraite, la cotisation maladie. Et quand si par malheur on tombe malade, nos indemnités journalières vont être amputées de ce pourcentage
que l'on n'aura pas cotisé. Parce que, pour la faire claire, on ne cotise plus sur cette partie-là. Ça a vraiment une incidence, nous, dans notre métier, parce qu'on a un régime de départ anticipé, parce qu'un conducteur routier, ça fait plus de 200 heures par mois. Donc, on part un petit peu avant tout le monde, bien que les réformes successives, on en est rendu à 59 ans et 3 mois. Eh ben, ces allègements de cotisation interviennent aussi sur la fragilité de nos régimes, puisqu'il y a moins de cotisations qui arrivent dans la gestion de nos régimes et qui met vraiment en déséquilibre notre CFA, le fonds GECFA des routiers. Donc, on a vraiment cette double peine pour le salarié, puisque pour l'employeur, c'est du win-win, comme ils aiment bien. Oui, je reprends Stanislas, je reprends ton expression qu'on a cadrée, tu me disais, parce que le salarié, lui, il paye sa part. C'est ça qu'il faut garder en tête. Ouais. C'est ça. Le salarié, lui paye sa part. Par contre, la cotisation employeur n'est plus versée, ou elle est dégrévée en très grande partie. Alors, Stanislas, il y a un point. Alors, tu parlais de votre situation, le régime spécial que vous avez en termes de retraite, qui est le congé de fin d'activité, qui est en situation compliquée et ça s'arrange pas, mais également la situation du marché. Tu parlais d'une pénurie de 50 000 conducteurs. En quoi? Tu parlais en préambule d'une approche à court terme des directions qui ne raisonnent essentiellement sur sa base des allègements de charges, etc., en quoi ça va dans le mur? Enfin, vous êtes un secteur qui est quand même en grand péril, par rapport aux enjeux qu'il peut y avoir en termes de conduite autonome, etc. Enfin, bref, la situation est quand même pour moins périlleuse. Voilà, vas-y. Oui, on a une profession qui est de moins en moins attractive, puisqu'avant on avait des personnes qui venaient dans la profession par un métier passion, qui était avant tout une passion. Et au fur et à mesure, parce que c'est bien d'avoir une passion, mais c'est toujours mieux quand elle rapporte. Et au fur et à mesure, cette passion rapporte de moins en moins. Puisque les conducteurs sont de moins en moins bien payés, puisque avant on était généralement très au-dessus de la convention collective. Et puis avec l'arrivée successive de tous ces allègements de cotisations liés notamment au pourcentage du SMIC, eh ben, on s'est fait rattraper par le SMIC progressivement et maintenant quasiment tout le monde est payé au SMIC. Donc c'est plus du tout un métier attractif parce que notre plus haute grille pour un conducteur routier, c'est 12 €, un peu plus de 12,50 €. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit fondamentalement attractif quand on sait tous les sacrifices que le conducteur va faire. L'éloignement familial, l'éloignement de ses amis, vivre dans un camion. Eh ben, c'est malheureusement plus attractif et c'est pour ça qu'on a une pénurie de 50 000, environ 50 000 conducteurs. Alors, ça s'est résorbé un petit peu avec la crise qu'on subit tous en ce moment, avec un pourcentage de tonnes kilométriques transportées en France qui a diminué. Mais néanmoins, on est toujours à un chiffre d'environ 50 000 conducteurs routiers en moins. Et une profession qui malheureusement, côté patronal, n'a pas envie d'avancer en augmentant les salaires. Et ils nous le disent très clairement, sinon on va avoir moins d'allègements de cotisations sociales parce que l'entreprise ne raisonne plus que en termes d'allègement de cotisations sociales
plutôt qu'en termes de pérennité, d'avenir de la structure, en étant sûr de pouvoir embaucher les gens pour la relève de l'activité, pour la continuité de l'activité. Et ça, c'est complètement occulté. On l'a vu en 10 ans, 12 ans se dégrader petit à petit. Et quand on regarde les chiffres qu'on a eus sur le rapport de branche, une des premières choses qui est mentionnée, ce sont les allègements de charges, quelles qu'elles soient, que ce soit des taxes sur la récupération de la TICPE ou les cotisations sociales sur les salaires. Donc c'est un réel problème. Et en NAO, dans les entreprises, on le voit, ils attendent de voir au national ce qu'il va y avoir en NAO pour ne pas aller justement au-delà et conserver un maximum d'allègement. Ok. Merci Stanislas. Je t'invite, tu pourras reprendre la parole quand tu le sentiras. Je t'invite à répondre peut-être dans le chat à Valérie qui demande une précision sur est-ce que tu parles de frais professionnels ou avantages en nature sur les 20% là, peut-être une précision. Oui, c'est bien sur les frais professionnels. Ok, d'accord. Ok. Ok, Stanislas, je passe la parole à Julien qu'on a récupéré. Alors, j'hésitais à te couper ton micro parce qu'on entendait des petits bruits, etc. Mais comme étant donné qu'on est dans une situation qui était un peu dégradée, j'ai préféré même pas te couper le micro. Donc, on t'a. Et je te lance sans plus entendre, Julien, à toi. Et par rapport à, je ne sais pas si tu as pu entendre un peu ce que disait Stanislas, un peu sur le contexte macro, mais peut-être que ça peut être l'occasion de replacer ça dans un contexte encore plus macro. À toi. Bon, merci Rodolphe pour la parole. Bon, désolé vraiment là pour ces soucis techniques. Là, c'est dommage là effectivement. Donc j'ai peut-être pas tout entendu, mais bon, j'espère que je vais pas peut-être répéter ou revenir sur quelques sujets, mais malgré tout, j'espère surtout être complémentaire peut-être sur d'autres aspects. Donc j'ai une petite présentation assez rapidement, puisque du coup je vois l'heure un peu qui défile. Une petite introduction pour indiquer que grosso modo, effectivement, donc je confirme la terminologie d'allègement de cotisation. Je sais bien que le débat est toujours entier et vif sur le sujet, donc je vais essayer. J'espère que dans la présentation, j'ai pas d'anicroche sur le sujet. J'ai bien effectivement essayé de respecter cette question de cotisation par les cotisations et pas de charge. Bon, en tout cas, à mon sens, en tout cas, pour cette question effectivement des allègements de cotisation, très clairement, effectivement, on parle d'une aide publique, à mon sens, dévoyée de son objet initial. L'objet initial, c'était de soutenir l'emploi. Soutenir l'emploi en abaissant le coût du travail, avec une logique, effectivement, de pouvoir prendre en compte les problématiques des entreprises qui étaient soumises, comme j'ai précisé là, à un contexte concurrentiel de plus en plus international. Bon, ça, c'était à l'origine peut-être l'objectif premier, c'était de soutenir l'emploi. On voit bien qu'aujourd'hui, manifestement, on est quand même passé 30 ans plus tard à peut-être effectivement à une autre logique. Parce que c'est ce qu'on mentionne, c'est que le soutien, en fait, c'est devenu finalement une ressource indispensable pour les entreprises, qui est présentée souvent comme étant nécessaire pour, à minima, faire un résultat ou être, en tout cas, ne pas être déficitaire, ce qui est problématique en tant que tel. Et puis, effectivement, ce qu'on mentionne surtout, c'est que finalement, cette aide publique, aujourd'hui, on a un peu de mal à lire ses réels bénéfices à l'échelle nationale sur ce qu'apporte finalement cette aide publique. Et on va y revenir, si on parle de montants quand même très conséquents. Donc, une dépense publique qui coûte très cher et sur lequel, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'évaluation précise sur justement la pertinence de cette aide publique, et notamment, y compris en matière de soutien de l'emploi. Bon, par ailleurs, ce qui est quand même aussi problématique, et on va y revenir aussi sur la question des montants, on va le voir, c'est que en fait, cette dépendance vis-à-vis de cette aide à soutien à l'emploi ou l'aide publique, cette dépendance, en fait, elle a été de plus en plus importante. Et du coup, elle est aujourd'hui tellement ancrée qu'il devient difficile, très difficile de revenir dessus. Dès que ce sujet est abordé, vous pouvez le voir dans les médias, on constate que ça devient vite des cris de frais un peu partout, en tout cas évidemment, peut-être souvent des syndicats patronaux, évidemment, mais y compris effectivement d'une partie de nos députés. Donc, sur le principe, c'est très compliqué, effectivement, aujourd'hui de revenir dessus parce que c'est vraiment un dispositif qui est vraiment ancré dans la vie des entreprises à part entière.
Et ce qui est d'autant plus problématique, c'est qu'il est fortement ancré, mais par ailleurs, il génère effectivement des effets collatéraux non négligeables, notamment par rapport à cette question de la trappe à bas salaire. Et c'est vrai que c'est problématique parce que cette trappe à bas salaire, elle fait partie intégrante du mécanisme tel qu'il a été conçu initialement au départ. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, ce qu'on peut que souhaiter, c'est qu'il puisse être aménagé pour sortir à minima, cette logique de trappe à bas salaire, au-delà même de, finalement, de vérifier si c'est vraiment un soutien à l'emploi ou pas. Hein, donc, la question d'évaluation des politiques publiques reste entière sur ce thème-là. Bon, soit dit en passant, une fois qu'on a effectivement ce constat et cette difficulté effectivement de cette trappe à bas salaire existante, hein, je vais y revenir pour voir comment elle est constituée, mais grosso modo, à notre sens quand même, malgré tout, il faut bien composer avec parce qu'elle est bien là, elle est là et elle est bien là, et c'est malheureusement une contrainte sur laquelle il faut essayer de contourner aujourd'hui pour peut-être malgré tout arriver à avancer et aider peut-être les salariés aux salaires les plus modestes et surtout essayer de soutenir le pouvoir d'achat. Hein, donc c'est bien l'idée aujourd'hui aussi, donc derrière cette présentation de la trappe à bas salaire en tant que telle du dispositif, faire des allègements de cotisation, c'est aussi de pouvoir essayer d'envisager d'autres pistes pour sortir de là. Donc c'est peut-être une deuxième partie, j'y reviendrai dans un second temps. Hein. Mais si j'avance donc brièvement sur, je vais essayer de faire vite, hein, sur la présentation. Donc, la problématique en tant que telle des allègements de charges, en fait, il faut se dire qu'elle a 30 ans. Hein, elle a plus de 30 ans. Les premiers événements, c'est 93. Ça a été régulièrement réformé. Il y a 9 réformes en cours, y compris une jusqu'à récente, avec des modifications des taux effectivement de cotisation, notamment effectivement patronaux. Hein, j'y reviendrai parce que sur la partie salariale, les cotisations salariales, elles n'ont pas bougé depuis de très longue date. Donc, grosso modo, effectivement, il faut avoir en tête que ces allègements sont donc d'une part de très longue date et en plus de plus en plus importants. C'est le petit graphique qui est présenté en bas à gauche. On parle en milliards d'euros. C'est qu'en 2004, on était un peu moins de 20 milliards d'euros. En 2024, l'estimation, c'est autour de 77 milliards d'euros. Donc, vous voyez, on a pratiquement multiplié par 4 le montant en 20 ans, en tout cas sur ce graphique-là. C'est quand même phénoménal. Hein, vous voyez, quand même 77 milliards, c'est quand même pas rien. Donc, c'est quand même un montant de plus en plus important. Et puis, vous voyez que cette courbe, finalement, jusqu'en 2012, elle était, grosso modo, un peu en progression relativement légère, mais à partir de 2013, elle a explosé. Hein. Donc, on a effectivement une progression très forte de ce montant. Et c'est là où on parle effectivement d'addiction de plus en plus aiguë et de plus en plus importante, effectivement, aux allègements de cotisation. Le graphique qui est en bas à droite de cette planche, elle montre en fait la part de ces cotisations justement patronales rapportées à la masse salariale. Et c'est pour illustrer, pour dire que depuis 2014 à 2024, alors au-delà de cette question effectivement du CICE ou pas, avec les allègements, notamment de cotisations famille qui ont pu intervenir, mais retenez que aujourd'hui, en tout cas, c'est environ, à moyenne nationale, environ 11% de la masse salariale qui donne lieu effectivement finalement en allègement de cotisations. C'est conséquent, c'est très conséquent. On voit bien effectivement que ce montant devient effectivement rédhibitoire. Donc c'est là où effectivement ça semble lancer un peu le sujet pour dire au regard de cette ampleur, qu'est-ce qu'on peut faire et comment c'est ancré. Alors très brièvement aussi, pour rappel, donc, quand on parle d'allègement de cotisation sur ces effets-là, on parle de cotisation patronale. Parce que le taux de cotisation salariale, il est d'environ 20%, 20 à 25%. Bon, là, j'ai indiqué environ 22%, mais ce taux, il est stable dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment d'aménagement sur les taux de cotisation salariale. Ça veut dire qu'en fait, on n'a fait qu'ajuster les cotisations patronales. Et donc, du coup, ce qu'on peut quand même signifier, c'est que depuis, effectivement, tous ces allègements de cotisation de manière globale dont on parle, ça n'a bénéficié, entre guillemets, qu'aux entreprises. C'est-à-dire que les salariés n'ont pas été concernés par ces modifications, effectivement, d'allègement de cotisation. Donc, vous avez effectivement le taux qui est présenté en bas de cette page. Alors, excusez-moi, j'étais sur la page d'avant, mais ce n'est pas très grave. Sur le taux de cotisation, voilà, qui effectivement précisait grosso modo qu'il est entre 40 et 45%, 40 à peu près, de taux de cotisation patronale. Si on prend les allègements, en fait, qui sont pratiqués, eh ben, ils sont dégressifs en fonction du ratio du salaire des uns et des autres au regard du SMIC. Et vous voyez que l'échelle qui est indiquée en bas de ce graphique qui est à l'écran, c'est à chaque fois des ratios par rapport au SMIC. Donc, si vous êtes sur 1
comme indiqué tout en bas à droite du graphique, ben, vous êtes effectivement à l'équivalent du SMIC. Si vous êtes à 2, c'est 2 SMIC. Hein, voilà, il faut l'entendre comme ça sur ce graphique-là. Et grosso modo, ben, plus votre rémunération augmente en proportion du SMIC, et plus les allègements de charges diminuent. Vous voyez que donc du coup, c'est un peu ça le mécanisme, évidemment, de la trappe à bas salaire, c'est que ça veut dire que plus votre salaire augmente et moins l'employeur bénéficie en proportion, en tout cas, d'allègement de cotisation. Donc, vous voyez que c'est pour ça qu'on appelle ça trappe à bas salaire, parce qu'il a tout intérêt à vous maintenir sur un niveau de rémunération plus modeste, parce que d'une part, bah, déjà, votre rémunération reste modeste, et d'autre part, il bénéficie effectivement d'allègements de cotisation plus importants. Plus il augmente, et plus effectivement, on a un effet, entre guillemets, de double peine qui consiste à effectivement avoir cette logique. Excusez-moi, j'essaie de passer à la page suivante. Je le fais du téléphone, mais je sais que ce n'est pas la bonne page. Est-ce que tu peux le faire si tu y arrives, Rodolphe? Non, là, ah voilà, ça y est, j'y suis. Est-ce que là, vous avez à l'écran la page 7, hein, ça va? Oui, c'est bien ça? D'accord. Donc, sur cette page 7, ce que j'évoque ici, hein, je rappelle effectivement sur cette construction, c'est toujours par rapport au SMIC. Hein, c'est-à-dire que les allègements de cotisation, il faut se dire qu'il faut rapporter son propre salaire au SMIC. Or, vous voyez bien que si vous le rapportez au SMIC, il faut regarder comment le SMIC évolue. Parce que le SMIC en lui-même, quand vous regardez notamment sur les dernières années, j'ai retracé là, en bas de cette page 7, l'évolution du SMIC entre 2018 et potentiellement envisagée, puisqu'il y a déjà effectivement des tendances qui sont envisagées pour, au 1er janvier 2026. Hein, vous voyez qu'effectivement, on a une progression notable. Et pour cause, parce que l'évolution du SMIC est corrélée pour partie à une formule nationale qui tient compte notamment de l'inflation, pour partie de l'inflation. Donc, ayez en tête que du coup, ces dernières années, notamment en 22 et en 23, l'inflation ayant été très forte, le SMIC a fortement augmenté. Donc, grosso modo, effectivement, les gens qui étaient du coup en ratio de leur salaire qui n'a pas augmenté de manière plus importante, évidemment, ils sont tous retrouvés plus proches du SMIC qu'ils ne l'étaient. Et c'est ce graphique, vous voyez, qui est en haut de cette page 7, qui montrait qu'en 2023, notamment, vous aviez 17%, un peu plus de 17% des salariés qui, effectivement, étaient au SMIC, là où 2 ans plus tôt, ils étaient à 12%. Vous voyez? Et ça, c'est uniquement du fait de l'augmentation du SMIC en tant que tel, mais sans qu'il y ait eu d'augmentation du salaire, hein, des uns et des autres. Donc, effectivement, vous avez plus de gens qui sont rattrapés par l'évolution plus importante du SMIC. Ce qui donne lieu, je passe parce que ce n'est pas le sujet, hein, mais vous voyez bien que tous les mécanismes qui vont avec le sentiment de déclassement, tout ce qui va avec de ça. Hein. C'est assez radical comme impact à l'échelle de la société française. Mais 5 points de salariés en plus, effectivement, au SMIC, entre 21 et 23, c'est juste phénoménal. Alors en 24, on a eu un petit effet de rattrapage, mais le graphique qui est présenté en bas de cette page 7, c'est pour illustrer justement qu'en fait, pendant cette période entre 21, 22 et 23, en fait, l'évolution des salaires a été moins importante que celle du SMIC. Donc, en proportion, les gens ont perdu, entre guillemets, de l'euro constant, y compris par rapport à la révolution de salaire, par rapport à l'inflation. Ce qu'on veut dire ici, c'est que pendant cette période-là, en fait, les évolutions de salaire n'ont pas été à la hauteur de l'évolution du SMIC. À partir de 2024, il y a eu un petit effet de rattrapage. Mais fondamentalement, pendant 22 et 23, ce qui a été perdu et ne sera pas rattrapé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pendant cette période-là, le fait qu'il n'y ait pas eu d'augmentation de salaire à la hauteur notamment de l'évolution du SMIC, il faut se dire que donc du coup, si votre salaire ne bouge pas et que le SMIC augmente, mécaniquement, l'entreprise bénéficie effectivement d'allègements de charges plus importants, donc gagne, entre guillemets, sur sa masse salariale sans même vous avoir augmenté. Donc, vous voyez, c'est donc un peu double effet. Et c'est ce qui s'est passé en 22-23. C'est-à-dire que finalement, sans faire grand-chose, ou en évoquant éventuellement, évidemment, il y avait quand même une situation compliquée, mais en 22-23, une situation importante d'inflation et donc potentiellement de crises diverses et variées, il y avait des sujets qui étaient évoqués. Résultat des courses, les salaires n'ont pas augmenté, et donc du coup, mécaniquement, les allègements de charges se sont accrus. Donc il y a quand même un double effet un peu bénéfique. 22-23 ont été des périodes favorables pour les entreprises, pour ces questions d'allègement de cotisation. Très clairement, au regard effectivement des évolutions salariales, c'est clair et net. En 24, il y a un petit effet de rattrapage. En 25, aujourd'hui, on sait que ça se tend. Et en 26, on commence à revenir à des sujets beaucoup plus restrictifs, y compris par rapport à l'évolution vous voyez, qui est annoncée du SMIC. Donc, il y a quand même des problématiques qui sont non négligeables par rapport à ça. Alors, juste la page d'après, c'est pour que j'ai présenté ici, là. C'était juste pour indiquer qu'effectivement, en fait, on voit les montants
quand j'ai parlé tout à l'heure d'environ 70 à 75 milliards à peu près en 2023, des allègements à l'échelle de la France, hein, je parle, hein, vous voyez que la manière dont ces 75 milliards sont dépensés, entre guillemets, en fonction des niveaux de salaire, toujours hein, en proportion du SMIC, hein, c'est ce graphique-là qu'il évoque. C'est qu'on voit qu'il y a environ 21 milliards, donc vous voyez, c'est presque un tiers, qui est uniquement concentré sur la tranche des salaires qui sont entre 1 et 1,1 SMIC. Donc, grosso modo, des gens qui sont proches du SMIC et uniquement proches du SMIC. Donc, ça signifie que on voit qu'ici, là, les entreprises ont tout intérêt, et elles le font, elles le pratiquent, puisque une grande partie, effectivement, des allègements, au-delà du fait que le taux soit plus important, conduit à faire en sorte que les gens restent en bas de l'échelle. Ils doivent rester en bas de l'échelle pour que les allègements de cotisation soient le plus élevés possible. Vous voyez ? Et ça, quelque part, en fait, on voit la dépense qui est faite au niveau national est orientée en très grande majorité. Quand vous passez 1,6 SMIC, vous avez déjà à peu près 80% hein, déjà de la dépense de ces fameux 75 milliards à l'échelle nationale. Donc, on voit bien, c'est très concentré sur le petit SMIC, et c'est pour ça qu'on appelle ça une trappe à bas salaire. Elle est bien, effectivement, institutionnalisée à travers, effectivement, ce mécanisme d'allègement de charges sur les plus bas. Tout est conduit à faire en sorte que vous restiez au plus bas. Hein. Alors, au-delà de cet événement, effectivement, d'allègement de charges, ce qu'on voulait aussi évoquer, c'est qu'au sein des mécanismes d'entreprise, et là, pour le coup, bon, je pense que c'est le cas qu'on constate dans beaucoup de secteurs à certaines entreprises, mais c'est effectivement l'idée qu'on ait certes ce mécanisme de trappe à une activité à bas salaire, pardon, ce trappe à bas salaire avec ces allègements de charges, qui sont démultipliés par deux autres effets qui sont, un, le turnover, et d'autre part, deuxièmement, l'effet de Noria. L'effet de Noria, pour ceux qui l'ont pas tout à fait en tête, donc je le précise très rapidement, c'est grosso modo la différence de salaire que vous pouvez avoir entre une personne qui était peut-être plus élevée, parce que plus ancienne dans l'entreprise, avec un niveau de salaire plus élevé, qui s'en va de l'entreprise, et qui est remplacée par une personne peut-être plus jeune, ou peut-être moins qualifiée, ou autre, et qui donc du coup a une rémunération plus modeste. Donc uniquement le fait d'avoir remplacé un plus qualifié peut-être, ou un plus âgé par un moins qualifié et ou moins âgé, grosso modo, vous gagnez sur la masse salariale uniquement à effectif constant, et uniquement simplement en ayant remplacé les personnes. Donc le turnover, donc effectivement, c'est bien ça. C'est je remplace des gens qui étaient peut-être mieux payés par des gens qui sont moins bien payés. Donc ça, c'est un effet sur la masse salariale en tant que telle. Mais on voit bien qu'effectivement, vous avez, donc si un turnover est important, ça va être d'autant plus important. Mais par ailleurs, si vous remplacez évidemment par des gens qui sont mieux payés, par définition, ce sont des gens qui sont moins bien payés, donc en effet masse salariale, mais par ailleurs, évidemment, qui génèrent plus d'allègements de cotisation que le salarié plus âgé, qui était en plus haut dans l'échelle et qui donc du coup, peut-être compte tenu de sa rémunération, ne générait plus, entre guillemets, réellement d'allègement de cotisation. Donc, vous voyez que cette question, finalement, y compris de fonctionnement des entreprises, autour de cette question du turnover et de l'effet de Noria, c'est à prendre en compte parce que ça vient amplifier cette situation des effets d'allègement et c'est des phénomènes importants. Alors peut-être pour pas non plus aller trop loin ou trop loin en détail, en tout cas sur cette première partie, mais j'ai cette petite planche qui précisait, voilà, qui essayait de synthétiser un peu certains sujets pour indiquer, et c'est vrai que je crois que c'est ce que j'entendais brièvement, même si j'ai du mal à être connecté tout à l'heure, mais sur cette question qu'aujourd'hui, on a réellement effectivement les entreprises qui ont anticipé dans leur modèle économique cette question des allègements de cotisation. Ce n'est pas un dû au hasard, c'est-à-dire qui tombe du ciel par surprise à la fin de l'année. C'est bien évidemment anticipé et calculé en amont. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les entreprises vont intégrer cette thématique des allègements de cotisation dans le cadre, effectivement, de leur pilotage de la masse salariale. Et indéniablement, c'est une donnée non négligeable. Je vous l'ai présenté un peu dans cette première planche. C'est près de 10% de la masse salariale, 10 à 11%, qui, effectivement, conduit à faire des allègements de cotisation. Donc, vous voyez bien quand même que c'est un enjeu majeur à l'échelle de l'entreprise de savoir si on va avoir plus ou moins de cotisations. Bon, évidemment qu'il va y avoir des situations, et j'y reviendrai peut-être dans un second temps, sur cette question, effectivement, c'est tellement important que pour certaines entreprises, ça constitue pratiquement l'intégralité de leurs résultats.
voire parfois ce qui leur permet d'avoir un résultat positif. Donc, vous voyez que ça permet, c'est aussi un phénomène important, et les entreprises l'ont intégré aussi comme étant effectivement une source potentielle ou de résultats ou de performance, vous voyez, associée à cette question-là. Bon, et je ne reviens pas, mais évidemment, dans les modèles économiques, on a bien cet effet de turnover et effet de Noria qui est pris en compte. Il ne faut pas s'en cacher. C'est pris en compte dans le cadre effectivement de pilotage de masse salariale pour les entreprises. Et ça ne peut pas être ignoré parce que sinon, je pense qu'on passe à côté peut-être de la véritable mesure de cet effet d'allègement de cotisation. Bon, évidemment que cette question de la dépense publique, très rapidement, c'est sûr que c'est problématique parce que derrière cette logique qui prévalait initialement, qui était effectivement de soutien à l'emploi, on n'a pas vraiment de mesure. On ne sait pas très bien effectivement si ça joue réellement son rôle ou pas. Jusqu'où, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une dépense publique qui ne donne lieu à aucune contrepartie, entre guillemets, en parallèle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie d'emploi, il n'y a pas non plus de garantie en termes d'évolution salariale, parce que vous pourriez vous dire, éventuellement, OK, on octroie des allègements de charges de cotisation, pardon, vous voyez ma langue à fourcher, sur cette question-là, mais en parallèle, j'ai quand même, malgré tout, la nécessité d'avoir des évolutions salariales par rapport aux salariés. Il y a des secteurs où le bas de l'échelle salariale reste la donnée de base et il n'y a pas d'évolution. Donc ça reste quand même aussi problématique. Bon, on pourrait aussi se le dire sur le principe effectivement d'une dépense publique, dans quelle mesure, y compris on pourrait contraindre quelque part une forme un peu de distribution, peut-être notamment de dividendes aux actionnaires, en fonction effectivement de ce montant de cette dépense publique qui est engagée. Parce que si ça revient effectivement à allouer un niveau important en millions d'euros pour certaines entreprises, vous voyez bien que c'est quand même problématique si ça se retrouve intégralement à être versé à l'arrivée aux actionnaires. C'est peut-être pas tout à fait la logique première de cette dépense publique, d'où ma première titre peut-être un peu marquant et consistait à dire qu'on était évidemment sur un dispositif peut-être aujourd'hui un petit peu dévoyé par rapport à ce qui était prévu initialement. Et puis bon, mécaniquement aussi, toujours cette question de la dépense publique, ça pose toujours la question aussi de se dire à un moment, si on n'est pas tout à fait dans les clous de ce qu'on devait faire ou comment on devait le faire sur un certain nombre de divers sujets, en cas de manquement sur d'autres aspects, à un moment ou un autre, on pourrait aussi avoir une pression peut-être de restitution de ces montants versés. C'est des sujets qui font aujourd'hui un peu plus, qui donnent lieu un peu plus de place sur le sujet. Donc, immanquablement, c'est des points qui sont importants. Et puis, dernier point quand même, par rapport à cette question peut-être des conséquences, si je dois finir peut-être brièvement cette présentation, mais évidemment que ces allègements de cotisation finissent par perturber la lecture des résultats de la protection sociale, indéniablement sur les différents régimes qui la composent, que ce soit famille, que ce soit effectivement maladie, que ce soit vieillesse, etc. Donc aujourd'hui, ils apparaissent déficitaires, on le sait, ils sont structurellement déficitaires, même si, entre guillemets, l'État a pour vocation de compenser ces allègements pour ces différents régimes. Mais on voit bien que cette question de la compensation, et y compris du caractère coûteux, est aujourd'hui de plus en plus prégnant, vous voyez, dans le débat public, qui consiste à dire peut-être qu'il y a une compensation, mais malgré tout, on voit que ça coûte, donc il faut regarder pour faire d'autres économies associées, diverses et variées. Et en parallèle, j'y reviendrai sur d'autres aspects, on a démultiplié depuis plusieurs années des dispositifs qui ont vocation à justement faire en sorte qu'il y ait soit une absence de cotisation, soit une faiblesse de cotisation sur différents sujets. Donc, on a démultiplié les dispositifs qui sont venus progressivement peut-être assécher ces recettes sur les régimes sociaux. Et donc, aujourd'hui, présentés comme souvent effectivement problématiques parce que déficitaires, mais finalement, ces déficits ont été pour partie organisés et voulus dans une certaine mesure. Et on peut le regretter à nouveau pour la case d'avant, sans évaluation réelle sur les bienfaits attendus de cette politique de l'offre, qui est quand même, depuis 2017, largement en œuvre. Donc, c'est une problématique aujourd'hui qui semble être inscrite, consiste à dire la protection sociale est en danger, est en risque, effectivement, et qu'il est nécessaire, effectivement, de la soutenir et de revenir à des fondamentaux sur des financements adaptés. Donc, voilà, c'est pour partie aussi les conséquences directes, indirectes de ces allègements de cotisation. Au-delà de l'incidence pour le salarié de trappe à bas salaire, il y a évidemment d'autres conséquences nationales très, très importantes, très lourdes. Merci Julien. Je t'invite. Je vais faire court.
J'essaie de faire Parfait, merci. Avant, je vais passer la parole à Sébastien, mais peut-être il y a une question peut-être à répondre à l'écrit d'Isabelle qui pose la question vu de la Belgique, a priori en Belgique, je te laisse la lire et peut-être y répondre ou y répondre. Regardez, c'est en quoi elle parle, comparaison internationale des taux d'abattement, d'allègement de cotisation. Je te la laisse la digérer et je passe la parole à Sébastien. Alors, Sébastien, Julien a parlé d'effet de Noria, tu vas en parler parce que le turnover, c'est un vrai sujet chez vous. Les allègements de charges, c'est également un sujet. Je reprends, quand on en a parlé, on va parler en pourcentage, hein, mais les exofillons, ça représente 6% de la masse salariale de Decathlon France. Donc, par rapport aux 11% dont parlait Julien, c'est peut-être, on va dire que c'est en deçà. Pour autant, toi, en tant que délégué syndical CFDT Decathlon, tu appréhendes clairement que les incidences de cette intégration des allègements de charges dans la politique salariale de Decathlon. À toi. Oui, tout à fait, Rodolphe. Tout à l'heure, j'entendais Julien à juste titre qui disait qu'à la base, ces allègements, ils étaient faits pour soutenir l'emploi avec diverses réformes. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et dans une entreprise qui marche très bien, qui est Decathlon, c'est que ces allègements servent surtout à soutenir le résultat net de l'entreprise, puisque c'est une entreprise qui verse des centaines de millions et l'année dernière 1,4 milliard de dividendes. Et donc, ces exonérations, elles ne servent pas à l'embauche puisque les effectifs diminuent. Ça sert simplement à augmenter les bénéfices, le résultat net de l'entreprise. Et les exo-fillons sur 2024, je regardais, c'était 22 700 000 euros. Voilà, donc c'est quand même sur un résultat de Decathlon France qui est environ entre 150 et 180 millions d'euros par an. Donc c'est quand même même si c'est une petite part, tu le rappelais, de la masse salariale, ça reste une belle part du résultat net quand même, presque 23 millions sur 150. C'est quand même pas neutre et tu imagines bien que Decathlon est dépendant de ces allègements-là pour soutenir son résultat. Deux façons pour elle aussi d'optimiser. Là, on a parlé des allègements. On a eu, quand c'était très intéressant, les aides pour les alternants. Il y avait des alternants dans tous les sens dans les magasins Decathlon. Les règles ont un petit peu changé l'année dernière. Là, techniquement, on a vu un petit peu moins d'alternants dans les magasins. Donc, on voit bien que c'est parfaitement intégré dans leur business model social, si je peux dire ça comme ça, d'entretenir le turnover pour l'effet de Noria et aussi de tenir compte de toutes les aides de type d'allègement de cotisation pour optimiser le coût que prétend être le travail pour Decathlon. Voilà. Nous, à la CFDT Decathlon, on pense que les vendeurs vendent et que du coup, les heures mises sur le terrain auprès des clients servent à créer de la richesse et à générer du résultat pour l'entreprise. Sinon, il n'y en aurait plus, j'imagine. Donc, on essaye de faire passer aussi un petit peu ce message-là, hein, que mettre plus de vendeurs jusqu'à une certaine limite, normalement, ça fait faire plus de chiffre d'affaires et donc normalement plus de résultats. Là, aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une logique, depuis le Covid particulièrement très gestionnaire, où on compte sur tous ces éléments externes, parfois politiques, hein, de décision, pour pouvoir soutenir le résultat de l'entreprise. Sur le turnover, d'ailleurs, non, je voulais juste avant de parler du turnover, je voulais quand même revenir sur les chiffres, les exonérations et des exonérations Fillon en particulier. Elles sont très importantes, jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Le SMIC, si je ne dis pas de bêtises, il est à 1 801,80 €. Et 1,6 fois le SMIC, ça fait 2 882,88. Dans les magasins Decathlon, on couvre quasiment 75 voire 80% de l'effectif qui gagne entre 1 800 € et 2 880 €. C'est tous les vendeurs, c'est tous les responsables de rayon débutants, puisque leur salaire d'entrée il est à 2 550 € brut. Donc, il faut quand même quelques années avant d'arriver à 300 € d'augmentation. Donc, on met quand même
par rapport à la population qu'il y a dans les magasins, on est quand même une grosse partie de l'effectif qui est compris entre le SMIC et 1,6 fois le SMIC. Et en plus de ça, l'effet de Noria, eux, ils le calculent, et on le calcule, je n'ai pas le chiffre de Decathlon en tête, mais évidemment, nos salaires et les grilles de salaire dans des négociations sont calculées par rapport à des moyennes des salaires réellement versés. Et dans ces salaires réellement versés, il y a énormément de personnes qui ont moins de 2-3 ans d'ancienneté et beaucoup moins de personnes qui ont 10, 15, 20 ans d'ancienneté. L'ancienneté moyenne chez Decathlon, c'est 4-5 ans. Donc, tu imagines, avec les salaires d'entrée sur des métiers souvent faits à temps partiel, etc., que la moyenne est relativement faible. Et donc, ils comparent ces moyennes-là, qui sont forcément très basses, puisque la démographie des effectifs, elle est comprise avec des gens avec beaucoup de gens à la base qui ont très peu d'ancienneté. Et donc, ce turnover qui va jusqu'à 20% pour les responsables de rayon. Donc, c'est quand même aussi socialement, il faudrait quand même se poser la question comment c'est possible que des cadres qui gagnent 2550 € par mois démissionnent ou changent de métier à hauteur de 1% par an. En ce moment, je pense que c'est quand même assez sécurisant de travailler dans une grosse boîte multinationale, d'avoir un salaire qui est, même si par rapport aux responsabilités, à la charge de travail, n'est pas énorme, mais reste un salaire en valeur absolue qui est quand même acceptable, avec lequel on peut vivre, d'avoir autant de turnover. Chez les temps partiels, ça peut monter à 50-60% en fonction des magasins par an. Et donc, du coup, quand ils augmentent les salaires lors des NAO, ils savent très bien qu'il y a une partie des personnes qui auront bénéficié de ces augmentations de salaire qui ne seront plus là toute l'année pour en bénéficier, et ils reprendront des gens payés au SMIC ou au minima de salaire selon le métier. Et donc, vu que le turnover est très important, même si les niveaux de salaire ne sont pas importants, sur le volume, ça fait un effet de Noria qui n'est pas négligeable, et que la direction calcule parfaitement pour savoir quel est le coût réel d'une augmentation de salaire. Nous, trivialement, on pourrait dire, il y a 1000 personnes que j'augmente de 10 €, bah, ça va me coûter 10 000 €. Non, eux, ils savent très bien que sur les 1000 personnes, il y en a peut-être que 600 qui vont rester, et donc les 400 n'en bénéficieront pas et auront des salaires beaucoup moins élevés, et ça vient diminuer, entre guillemets, la facture pour Decathlon, et peut-être qu'au lieu que ça soit 10 000, ça coûte presque 30% de moins. Eh ben, Voilà, Sébastien, là-dessus, c'est hyper. excuse-moi de te couper, mais est-ce que la direction sait très bien ce qu'elle gratte, entre guillemets, là-dessus, en disant, voilà, on a 2% d'augmentation, les AI, etc., mais qu'elles ne seront pas versées effectivement du fait du turnover. Est-ce que vous le calculez, ça, de votre côté? Oui, on le calcule, on a le chiffre, on demande lors de l'expertise sur la politique sociale, on demande un petit focus sur l'effet de Noria. Mais en fait, et comme on demande, tu vois, les exos Fillon, on arrive à obtenir les chiffres, mais si tu veux, on n'arrive pas à l'utiliser comme levier de négociation pour obtenir un petit peu plus. Alors, on le fait, si tu veux, dans le débat, parce qu'en fait, quand tu écoutes Decathlon qui s'est encore versé 600 millions € de dividendes cette année, tu as l'impression qu'ils vont ouvrir une cagnotte Litchi pour qu'on puisse sauver la boîte. Donc, effectivement, on leur rappelle les montants des dividendes, on leur rappelle les montants des exonérations dont ils bénéficient, on leur rappelle l'effet de Noria. Ça sert juste à minimiser un petit peu le sentiment qu'ils veulent nous faire pleurer en cours de la négociation, en nous disant c'est dur, c'est compliqué. Enfin, voilà, ça fait une dizaine d'années que je fais les NAO chez Decathlon. J'ai jamais entendu une présentation, une introduction des NAO sans nous dire c'est dur, c'est compliqué, c'est la crise, un coup c'est la météo, un coup c'est la guerre en Ukraine, un coup c'est le Covid, un coup c'est le machin. Pour autant, le résultat net, la courbe du résultat net de Decathlon, il est comme ça, la courbe des dividendes, elle est comme ça, et la courbe des salaires, elle est comme ça. Donc voilà, on s'en sert si tu veux dans le débat, mais si tu veux, quand on demande, si on demandait cette année par exemple 2,5% d'augmentation générale pour couvrir la hausse du SMIC, l'inflation, etc., et un gain de pouvoir d'achat pour les salariés, ce qui peut paraître peu ambitieux, on n'arrive pas à leur dire oui, mais vous avez 22 millions d'exonération de Fillon, donc donnez-nous 3. Ou vous avez X euros d'effet de Noria, donc donnez-nous 3,2. Parce que eux, ils se basent déjà, sur un pilotage de la masse salariale qui est fait plusieurs années en avance. Ils se basent sur des prévisions
du budget de l'État et des aides qu'ils vont avoir pour faire leur budget global. Aujourd'hui, ce n'est plus les RH qui commandent ces sujets de rémunération, c'est les contrôleurs de gestion. Les contrôleurs de gestion disent, dans tel magasin, il faut 4 vendeurs à 35 heures, 5 vendeurs temps partiel, 2 responsables de rayon et un directeur. Voilà, c'est ce qu'ils appellent des structures qui est complètement déconnecté des besoins qu'on peut avoir en rayon. Et de la même façon, sur la rémunération, ils disent la masse salariale, elle augmentera de 2%. Et il faut qu'ils se débrouillent avec ça. Et ils font une espèce de puzzle pour essayer que ça rentre, en essayant de tenir compte de nos revendications. Mais ça fait, je crois, 3-4 ans de suite qu'on est systématiquement obligé de faire un mouvement social, ou d'appeler en tout cas à la mobilisation, pour obtenir soit la rétroactivité de la hausse du SMIC quand elle est faite en cours d'année, ce qui n'est pas le cas cette année, ou pour avoir à minima, pour tous, l'augmentation du SMIC. Parce que eux, ce qu'ils nous disent, pour te dire à quel niveau on est, et pour illustrer aussi le côté trappe à bas salaire, ils nous disent, oui, ok, le SMIC augmente de 2%, donc on va augmenter les mecs qui étaient au SMIC de 2%, mais le mec qui gagnait 2200 €, bon, on ne l'augmentera pas de 2%, ça ne nous oblige pas de répercuter. Et donc, si tu veux, ils l'ont fait ça pendant plusieurs années, notamment chez les cadres, de sorte que les écarts de salaire se sont tassés, avec un SMIC qui augmente et des salaires qui stagnent. Donc, quand il y avait ça comme écart au début, le SMIC augmente et tu n'augmentes pas ceux qui sont légèrement au-dessus du SMIC, ça fait que ça réduit l'écart, et que si on continue comme ça, demain, tout le monde sera absorbé par le SMIC. Donc, c'est un combat qu'on essaye de mener. Nos concurrents syndicaux, plutôt complaisants avec la direction, pour ne pas dire autre chose, eux, pendant des années, étaient ultra majoritaires et négociaient la valeur du SMIC en euros, l'augmentation de la valeur du SMIC en euros. C'est-à-dire, si le SMIC augmentait de 30 €, ils augmentaient tout le monde de 30 €. Sauf qu'en pourcentage, ça veut dire que tu augmentais 2% le SMIC, mais celui qui était à 2200 €, tu n'augmentais pas de 2%, mais peut-être de 1%. Et donc, pareil, ça venait tasser cette grille de salaire. Bon, ils ont mis 10 ans, alors qu'on leur a essayé de leur expliquer, comme je vous l'ai expliqué assez simplement, ils ont mis 10 ans à comprendre. Ils ont attendu qu'il y ait 1000 personnes qui fassent grève chez Decathlon, ce qui était du jamais vu, pour dire, ah oui, c'est vrai, on va peut-être demander la répercussion du SMIC en pourcent plutôt qu'en euros. Voilà, ils ont eu besoin de 10 ans pour qu'on arrive à finir leur lavage de cerveau, parce qu'ils étaient imbibés par ce que leur disait la direction, et de dire, le SMIC augmente de 30 €, donc je te donne 30 € aussi. Et on se retrouvait avec une échelle de salaire qui ne permettait pas d'avoir une évolution de carrière, ni une progression dans les compétences, parce que tu passais d'un niveau à l'autre, tu gagnais 10 €. Je ne vois pas l'intérêt de se motiver, d'être meilleur qu'hier, si c'est pour gagner 10 € de plus. Donc voilà, notre travail, ça a été d'étirer cette échelle de salaire en se servant aussi de toutes les aides, parce que finalement, ils avaient mis beaucoup de gens dans les 1,6 fois le SMIC, et nous, on avait essayé justement d'étirer ça et de le restreindre à quelques métiers. Merci Sébastien pour cette présentation de la réalité que ça recouvre chez Decathlon. Je passe la parole à Julien, le temps tourne. Donc, Julien, à toi. Justement, Sébastien a un peu parlé, même sur les arbitrages qui pouvaient se poser, sur comment la tactique et comment on négociait la chose. Donc, la suite de ta présentation, là, je la mets à la ligne, et voilà, à toi. Alors effectivement, c'est toute la problématique, hein. Effectivement, je rejoins Sébastien, c'est quand même une vraie problématique d'arriver à faire en sorte que malgré les éléments mis en avant, on n'arrive pas, ou c'est compliqué de négocier un plus dans les entreprises. Et ça, j'y reviendrai, hein. Il faut évidemment peser au maximum, mais il n'y a pas de recette miracle, hein. Je suis d'accord, hein. Ça reste très compliqué quoi qu'il arrive. Ces négociations annuelles obligatoires, elles restent très compliquées. Bon, malgré tout, ce que je peux essayer ici, là, brièvement d'avancer, hein, peut-être, c'est justement de pouvoir faire un petit point sur ce qu'on peut essayer d'intégrer ou de prendre en compte pour essayer de contourner un peu le sujet. Parce que finalement, ces allègements de cotisations, c'est tellement ancré, hein, je l'indiquais, une donnée de base, qu'il faut
on peut espérer le faire évoluer le dispositif, mais entreprise par entreprise, tous les ans, par l'NAO, bah, malheureusement, on est obligé quand même de composer avec. Alors, il ne faut pas perdre espoir pour son évolution, mais malgré tout, qu'est-ce qu'on fait malgré tout quand c'est quand même une donnée de base, hein, dans cette logique-là. Et c'est effectivement un petit peu le point que je souhaitais ici à travers ces quelques planches, c'est d'évoquer l'idée qu'on puisse quand même à l'arrivée essayer d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Pouvoir d'achat. Et quand je parle de pouvoir d'achat, bien sûr que ça peut passer par des logiques effectivement de revenus, mais peut-être effectivement sur des éléments annexes parfois un peu aux revenus. Et ça, je le dis très clairement aussi, hein, il y a des sujets qu'on peut travailler par rapport à la politique de rémunération en tant que telle et les évolutions salariales qui sont envisagées en tant que telles, mais il y a aussi d'autres éléments complémentaires sur lesquels potentiellement, en NAO, hein, c'est possible, puisque c'est ce que prévoient les textes, il est possible aussi de pouvoir éventuellement agir et proposer d'autres choses. C'est-à-dire que si on n'y arrive pas, ou en tout cas insuffisamment sur cette dimension salariale, qui, je suis d'accord, est à privilégier, parce que fondamentalement, quand on augmente son salaire d'aujourd'hui, on améliore aussi sa retraite de demain, hein. C'est un peu aussi sous-jacent. Or, effectivement, quand on travaille sur d'autres aspects qui sont effectivement un peu connexes ou annexes au salaire ou certains autres dispositifs, ben, ça peut avoir des effets bénéfiques, entre guillemets, à court terme avec des logiques effectivement de pouvoir d'achat, mais pas nécessairement profitables à long terme à travers effectivement, par exemple, la retraite. Donc, c'est aussi à prendre en compte avec des sujets qu'on va qualifier peut-être de conjoncturellement, hein. En conjoncture, il y a peut-être des moments où c'est plus opportun, on peut aller un peu plus loin sur le niveau salaire. Parfois, c'est plus compliqué. Dans ce cas-là, on peut peut-être essayer de compléter ou se rabattre sur d'autres dimensions, hein. C'est ce que j'essaie d'évoquer sur certains points, notamment en abordant le sujet donc, du pouvoir d'achat, hein, finalement, hein, des salariés. Alors, dans cette optique-là, j'avais une planche qui consiste à dire, dans un premier temps, peut-être qu'on peut essayer d'adapter, hein, la stratégie de négociation. Il y a un certain nombre de sujets qui sont, je pense, un préalable quand même. C'est cette question, effectivement, quoi qu'il arrive, pour entrer en NAO, pour négocier, il faut avoir des informations qui sont, d'une part, de qualité, adaptées, pertinentes, et qui vont permettre de pouvoir effectivement être en soi-même peut-être le plus légitime dans les propositions et les demandes qui seront formulées. Vous voyez, c'est aussi dans cette optique-là. On entend, c'est une problématique importante. Les RH sont de plus en plus soumis à la finance, hein, dans les entreprises, mais à nouveau, le nier ne fait pas avancer le sujet. On sait que c'est une donnée importante. Donc, on est obligé de composer avec cette dimension-là. Mais malgré tout, effectivement, plus on a d'informations pertinentes et de qualité, et plus on va être peut-être solide dans l'argumentaire qu'on va pouvoir présenter en NAO. Et là, c'est pour ça que j'ai évoqué un certain nombre de points. Vous voyez, j'ai listé, j'ai fini cette liste d'ailleurs par des trois petits points, parce que j'ai envie de dire, les demandes peuvent être évidemment très vastes, hein, lorsque les NAO démarrent. Je pense qu'évidemment, déjà, de première approche, de connaître le montant des allègements, hein, de cotisation, que ce soit en montant ou en pourcentage de la masse salariale, c'est quand même pas négligeable de savoir effectivement ce qui est reversé. Derrière, effectivement, évidemment, quand on entre en NAO, l'impact de l'inflation, c'est sûr que c'est important d'avoir cette idée-là. Il y a 2-3 ans, c'était très élevé. Aujourd'hui, c'est un peu moins élevé, un peu moins modeste, un peu moins important, mais malgré tout, ça fait partie quand même d'une donnée de base à prendre en compte si on veut raisonner pouvoir d'achat, hein, pour les salariés. Par ailleurs, c'est ce que j'évoquais, cette question des allègements de cotisation, elle est intrinsèquement liée à la structure des effectifs et de l'échelle de rémunération qui est allouée. Si vous avez une proportion importante de salaires proche du SMIC ou très peu, vous voyez que vous allez avoir effectivement derrière des incidences différentes par rapport à l'impact d'une augmentation de salaire, mais aussi du coup des effets que ça peut avoir indirectement sur les allègements de charges. Donc, à mon sens, il faut avoir une vision assez fine effectivement, de la structure des effectifs et effectivement de la structure des rémunérations associées à cette structure des effectifs. C'est une donnée importante. Et souvent, ces éléments-là qui sont présentés dans le bilan social ou dans la BDESE sont insuffisantes, hein. Elles sont par grande catégorie, par grande masse. D'ailleurs, elles comprennent des salaires qui sont des salaires moyens par catégorie, sans évoquer la question, effectivement, en neutralisant les entrées et les sorties, ce qui donne parfois lieu, effectivement, à des niveaux salaires moyens qui ne sont pas pertinents. On le sait, tout ça, hein. La bilan social ne permet pas, effectivement, d'avoir tout à fait cette approche-là. Il faut des éléments plus pertinents pour aborder ces éléments-là. Donc, structure des effectifs, échelle de rémunération, c'est essentiel. J'ai envie de dire aussi, c'était un des points qui a été évoqué, hein, je crois, tout à l'heure un petit peu rapidement, mais sur le principe de dire, à un moment,
OK, on va négocier pour cette année, pour la NAO, mais qu'est-ce qui a donné lieu à la NAO précédente? C'est finalement le bilan réel de l'application des NAO précédentes. Parce que entre ce qui est préconisé autour d'un accord sur une année et ce qui va être réellement appliqué, alors, non pas que l'entreprise ne mette pas en place ce qu'elle a négocié, ce n'est pas le sujet, mais il y a un écart entre les gens qui vont en bénéficier, les gens qui sont partis entre-temps, les évolutions qui ont pu avoir lieu dans la structure des effectifs. Tout ça fait que, finalement, ce qui avait été envisagé ou négocié, qu'on avait le sentiment que c'était une application un peu générale qui allait se produire sur la masse salariale au moment de la négociation, en fait, dans la réalité, la plupart du temps, on est bien en deçà. Donc, en fait, il faut avoir un bilan de ce qui a été fait l'année précédente. Donc, ça va vous inviter, peut-être aussi avec ce bilan, pour constater que dire, ça ne sert à rien de négocier très faible, puisque par définition, on sait de toute façon qu'en plus de ça, à l'arrivée, en réalité, on va être encore plus faible. Donc, et on peut être un peu plus important, et la direction le sait. Elle le sait, entre ce qui a été négocié et ce qui a été réellement appliqué à l'arrivée, au sens de l'incidence sur la masse salariale, il y a un écart important la plupart du temps. Donc, il faut arriver à avoir ce bilan N-1. C'est essentiel pour rentrer aussi en négociation, peut-être avec un peu plus de poids par ailleurs. Bon, et même pour l'année en cours, quand on fait les formulations de demande au moment des NAO, en fait, la plupart du temps, on va parler en pourcentage, on va parler effectivement de certains sujets, sur certaines tranches, peut-être parfois, on va parler d'augmentation générale, d'augmentation individuelle, mais on a rarement les montants en face. En fait, ce qui est important, c'est des pourcentages, c'est bien. Je pense que la question, à un moment ou à un autre, effectivement, des montants qui sont derrière les propositions qui sont faites, que ce soit d'ailleurs des organisations syndicales comme de la direction, parce que la direction qui évoque pour dire elle ne peut pas aller au-delà parce que c'est compliqué, comment la chiffrer, combien ça va vraiment lui coûter, au-delà du fait que, entre ce qui est préconisé, ce qu'on disait tout à l'heure, une année à travers un accord et ce qui va réellement se passer, il y a toujours un delta. Mais retenez donc du coup que c'est quand même important qu'il faut, à un moment ou à un autre, quand même valoriser et chiffrer ce qui va être fait comme proposition. Et cette proposition, elle est importante, y compris par rapport à ce que vous allez vous proposer, je parle organisation syndicale, mais aussi même côté direction. Il faut aussi, c'est ce qu'on dit souvent dans l'organisation des NAO, il ne faut pas venir, peut-être à notre sens en tout cas, dans les préconisations qu'on peut faire, il faut écouter leur direction sur ce qu'elle propose de prime abord. Et puis, prendre en compte les informations et tous les éléments. Et la deuxième réunion, éventuellement, on commence à formuler des préconisations ou des demandes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut quand même aussi laisser la direction tirer le premier coup pour voir un peu ce qu'il en est. Bon, si elle propose 0, c'est facile. Si elle propose un peu au-delà, vous pouvez demander, chiffrer, etc. Et derrière, ça vous donne aussi l'idée de ce qu'elle a démarré peut-être, ce qu'elle était prête à faire, mais ce que vous allez pouvoir ensuite éventuellement composer autour de cette enveloppe. Parce que finalement, c'est ce qu'on indique, c'est qu'il y a aussi des sujets qui sont importants à avoir en tête sur la décomposition de cette enveloppe entre les dimensions d'augmentation générale, les éléments individuels. Cette enveloppe en valeur, elle est très importante, au-delà des pourcentages. D'ailleurs, vous voyez, sur les augmentations individuelles, la plupart du temps, on ne sait pas très bien ce qui est donné à qui, à quoi, comment. C'est là encore les écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été réellement constaté à l'arrivée sont parfois très lourds sur cette partie individuelle. Donc, vous voyez que ça fait partie aussi des sujets. Si vous avez une proportion de l'enveloppe globale des augmentations qui vont être réparties à moitié-moitié entre les générales et les individuels, ça peut peut-être aussi poser des questions peser sur cette question-là, sur cette répartition. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une autre répartition qui pourrait paraître plus opportune, Donc, c'est ce que je disais, chiffrer les demandes des organisations syndicales, mais aussi la proposition, chiffrer les bénéfices pour les salariés, parce que entre une proposition qui est formulée, notamment en pourcentage, et je vais y revenir sur un ou deux, pour illustrer à travers peut-être un exemple. Si on fait une demande en pourcentage ou si on fait une demande d'un forfait, vous voyez que derrière, l'incidence pour les salariés ne va pas être la même, notamment selon les catégories de salariés. Donc c'est important parce qu'il faut pouvoir ensuite être au clair sur ce qu'on a négocié au regard des effets ou des résultats qui sont attendus. 2%, comme ça a été dit tout à l'heure par Sébastien, peut-être 2% pour des personnes au bas de l'échelle et des 2% pour des plus hauts de l'échelle, bien sûr que c'est 2% pour tout le monde. En termes de pouvoir d'achat, peut-être c'est une logique un peu homogène, mais néanmoins, derrière, en termes d'incidence et en termes de captation de l'enveloppe globale qui est distribuée au titre des augmentations générales, au général, vous voyez bien que derrière, il va y avoir des écarts importants entre ce qui relève d'une masse salariale captée peut-être par les plus hauts revenus et peut-être beaucoup plus modeste pour les plus faibles revenus. Donc ça fait partie des points qui sont importants. Et puis j'y reviendrai aussi, dans cette augmentation, dans cette logique-là, il faut évidemment être, j'ai envie de dire, un peu créatif, c'est sûr, imaginatif sur proposer des mesures
différentes. Parfois, j'ai envie de dire, je sais, c'est compliqué, mais la force de l'habitude, on négocie un petit peu toujours sur les mêmes indicateurs ou sur les mêmes logiques ou les mêmes, vous voyez, sur la même manière de faire. Bon, parfois, peut-être, ça peut être utile de pouvoir creuser ou d'explorer d'autres pistes, notamment en allant sur d'autres sujets connexes. Et on va y revenir. Ça peut être aussi intéressant. Là, j'évoque en termes de pouvoir d'achat pour les salariés. Tous ces éléments-là, bien sûr que c'est important d'obtenir les informations de qualité, je disais, et adaptées, pertinentes, etc., au moment de l'entrée en NAO, mais aussi, du coup, ça fait partie des sujets qu'on peut aborder dans le cadre, ça a été abordé tout à l'heure un peu, mais sur la logique, effectivement, de la consultation sur la politique sociale, et puis potentiellement à travers notamment le recours à l'expert. N'hésitez pas, ça fait partie des sujets qui permettent de pouvoir demander beaucoup plus d'informations, parfois détaillées, parce que c'est vrai que le recours à l'expert permet d'accéder à des informations plus fines, individuelles, etc., qui permet d'avancer et d'être plus au clair sur peut-être les demandes qui sont formulées ensuite dans un second temps lors des NAO. Donc ça fait partie des points, je pense, qui sont importants. Alors évidemment, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, les demandes qui sont formulées en NAO doivent être corrélées, surtout, vous voyez, quand on parle en montant, avec finalement l'ensemble des composantes de l'entreprise. Déjà, vous êtes dans une entreprise, alors bien sûr, Sébastien le rappelait, Decathlon, oui, se porte bien, oui, génère des résultats, oui, est en croissance, etc. etc. Mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, évidemment, et c'est bien d'avoir quand même un état quand même assez clair sur où en est finalement la santé financière de l'entreprise. Est-ce qu'on est globalement tout juste à l'équilibre? Est-ce qu'on est nettement profitable, comme l'évoquait effectivement Sébastien? Ou est-ce qu'effectivement, parfois, on est en difficulté et on est ric-rac? Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire évidemment que les demandes vont être peut-être ajustées. Je suis d'accord que de prime abord, la plupart du temps, quelle que soit la santé financière de l'entreprise, c'est très difficile. La direction vient toujours avec le sujet que c'est une situation de crise, c'est compliqué, etc., etc. Bon, quand on a soi-même déjà accès à d'autres informations à travers les autres consultations, que ce soit la situation économique, financière ou bien les orientations stratégiques, mécaniquement, quand même, ça permet d'avoir un peu un autre contexte, un autre regard et de resituer un peu les données sur ce qu'il en est et peut-être un peu moins soumis à cette question classique du c'est la crise, vous comprenez, on ne peut rien faire. Donc forcément, il faut resituer. Le modèle économique de l'entreprise. Évidemment, la question entre ce qui est dégagé en termes de marge opérationnelle et ce qui relève effectivement des potentiels remontées de résultats à l'échelle d'un groupe, quand on appartient à un groupe, qui se effectuent par de diverses manières, des refacturations, de management fees, des prix de transfert quand on a effectivement des acquisitions de matériel par le biais d'une structure intermédiaire, des redevances de marque, etc. etc. Bon, les moyens pour remonter du résultat et de faire en sorte qu'il y ait plus de résultats au sein d'une entité sont très nombreux. On parle d'optimisation fiscale, évitement fiscal parfois. Bon, mais les termes, peu importe les termes, ce qui est sûr, c'est que quand on connaît le modèle économique, effectivement, ce n'est pas la peine qu'une direction dise, voyez, bien, notre résultat est très modeste. En fait, si on est organisé pour faire en sorte que le résultat soit modeste, il n'y a pas de surprise, c'est normal. Donc, il faut aussi pouvoir effectivement rentrer dans cette décomposition du modèle économique parce que c'est essentiel pour faire ressortir, y compris cette question de la santé financière de l'entreprise. Bon, les sujets économiques sont importants, ils doivent être pris en compte. Les perspectives à travers les orientations stratégiques. Si vous prévoyez des sentiers de développement majeurs dans les prochaines années, c'est important de voir effectivement comment sera le modèle social associé. La politique de l'emploi et la politique salariale associée, c'est important. Et évidemment, entre ce qu'on projette dans le cadre des orientations stratégiques et puis quand on arrive en NAO, on se retrouve avec des données complètement différentes ou des orientations finalement complètement différentes, il y a quand même un problème. Il faut être cohérent à l'échelle de l'entreprise. Donc, d'avoir fait ce point au niveau des orientations stratégiques, ça aide aussi pouvoir effectivement remettre le débat à sa juste valeur au moment des NAO. Bon, tous ces éléments-là sont, je pense, importants à aborder. Et je voulais juste, à travers justement ce point complémentaire, illustrer à travers un bref exemple. Et pour le coup, c'est une vraie entreprise. Donc, évidemment, on ne donnera pas le nom, on n'a pas le droit de donner le nom, etc. Donc, mais c'est une vraie entreprise avec un nombre de salariés, vous voyez, plutôt 363, donc c'est une belle PME, mais vous voyez qu'il y a effectivement une répartition. Alors, on a mis ici en grande masse les ouvriers, employés, cadres et dirigeants ou responsables de l'entreprise. Et vous voyez que grosso modo, on a fait une sorte de simulation où vous avez un premier tableau qui présente les effectifs pour chacune des catégories et la masse salariale qui était affectée à chacune de ces catégories. Si vous prenez les ouvriers, vous avez environ 6,5 millions de masse salariale
pour à peu près 40%, et qui représente à peu près 40% du total, et pour environ 52% des effectifs. C'est l'ordre de grandeur. Vous voyez, c'est pour situer un peu le fonctionnement de cette entreprise, en tout cas, qu'elle était structurée en grande masse à nouveau, puisqu'on ne peut pas présenter tous les détails. Ici, ce tableau, les deux tableaux qui sont présentés après, c'est une illustration pour dire si on avait fait 2% d'augmentation pour tout le monde, ou si on avait fait un autre choix qui consiste à dire un montant forfaitaire unique en valeur pour tout le monde, vous voyez que derrière, en fait, on peut avoir pour l'entreprise, finalement, le sentiment d'avoir un coût identique, qui est de l'ordre de 630 000 euros dans les deux cas de figure, mais vous voyez que la répartition de l'enveloppe, de l'effort, entre guillemets, de l'enveloppe financière n'est pas la même si on passe par 2% ou par 100 euros, puisqu'on a pris l'exemple par 100 euros par salarié, en faisant cette répartition pour les différentes catégories. Et quand on est sur une augmentation générale, c'est ce qu'on évoque ici, il faut avoir quand même en tête qu'il peut y avoir quelques effets, entre guillemets, pervers, entre guillemets, derrière cette augmentation générale. Parce que quand vous regardez ce tableau, c'est ce qu'on essaie d'illustrer, c'est que quand vous faites 2% d'augmentation, avec l'impact sur la masse salariale chargée, ça fait partie, y compris cotisation, vous voyez, ça m'a échappé, y compris cotisation sociale et patronale. Ce que je veux indiquer, c'est grosso modo, effectivement, quand vous faites 2% d'augmentation, finalement, l'impact par salarié, c'est pour ça que je disais que c'est important d'avoir une mesure des demandes qui sont formulées lors des NAO avec la visualisation, ce que ça va apporter pour chacun des salariés à titre individuel, enfin, en tout cas par catégorie ou par échelon, par seuil, ce que vous voulez, mais quelque part d'avoir un peu quand même une visualisation de ce que ça va apporter. Vous voyez que 2% d'augmentation, là, en tout cas dans l'exemple qui est chiffré, grosso modo, l'impact net par salarié pour les ouvriers, il sera 60 euros et pour les dirigeants, il sera 180 euros. Alors, vous me direz, c'est 2% pour tout le monde, et je suis d'accord qu'il y a un moment, il y a des questions d'échelle de salaire qui peuvent se poser au sein de l'entreprise pour éviter d'écraser trop la grille en tant que telle. Mais malgré tout, vous voyez bien que quand vous faites cette répartition-là, grosso modo, 2% pour tout le monde, l'effort qui est contribué par l'entreprise va quand même être plus profitable peut-être effectivement aux plus hauts revenus, c'est-à-dire les cadres et les dirigeants. Donc j'évoquais dirigeants 180 euros et 115 euros pour les cadres dans cet exemple-là en tant que tel, mais qui est en grande masse à nouveau. Donc c'est pour ça que je dis qu'à un moment, peut-être il faut réfléchir à la manière dont on peut réorienter peut-être une politique des demandes qui sont formulées pour faire en sorte peut-être de lisser autrement. Vous voyez que le deuxième exemple qui est 100 euros par personne, à l'arrivée, l'impact net par salarié, puisqu'on enlève les cotisations pour le coup salariales, qui sont de l'ordre de 20%, à peu près, 22% là, ici dans l'exemple pris en compte, vous voyez que du coup, par exemple, sur cette même exemple, les ouvriers auraient plutôt touché 78 euros, là où dans l'exemple à 2% d'augmentation générale, ils auraient touché 60 euros. Donc, et on voit bien que c'est une question de répartition de l'enveloppe, c'est une question de répartition de l'enveloppe. Mais à un moment, quand on parle de pouvoir d'achat, ça fait partie forcément des sujets qui doivent être regardés. On est en grande masse, on a raisonné ici augmentation générale versus montant forfaitaire, mais à nouveau, l'objectif ici, c'est d'illustrer pour dire qu'il faut tester et être imaginatif, créatif sur tout ce qu'on peut proposer. Il y a beaucoup de sources d'informations à demander. Est-ce qu'on va composer entre les augmentations générales et les augmentations individuelles? Sachez que vous voyez que si vous êtes sur les augmentations générales, la plupart du temps, il y a aussi en parallèle des augmentations individuelles qui sont versées, qui sont d'ailleurs, la plupart du temps, peut-être plus souvent appliquées pour les plus hauts revenus qui viennent effectivement en complément. Donc, on peut avoir des modérations d'augmentation générale par certaines catégories jusqu'à un certain niveau de salaire, et puis éventuellement un ajustement un peu plus modeste pour les plus, peut-être d'autres catégories plus élevées. On peut faire des talons pour certaines jusqu'à certaines valeurs. On peut composer beaucoup de choses, vous voyez. Et il faut, je pense, être ouvert à ces différentes pistes pour effectivement essayer d'avancer. Alors, j'avance, vous voyez, c'était juste pour illustrer cette diversité des incidences que ça peut avoir par catégorie selon le choix qui aura été opéré au moment des augmentations. Julien, je me permets simplement, Julien, je me permets rapidement, on rajoute 10 minutes maxi, mais s'il te plaît, simplement, désolé de te contraindre un peu, mais pour laisser Stanislas et Sébastien rebondir et également toi le mot de conclusion, mais voilà, à toi. Alors, je comprends, je suis désolé, effectivement, c'est le démarrage qui a été compliqué, donc du coup, j'essaie de rattraper le temps perdu, mais c'est pas facile. Bon, alors, 1 minute pour chacune des deux autres options quand même que j'évoquais.
très rapidement parce que bien sûr qu'à nouveau, il faut, je pense, privilégier l'augmentation du salaire parce que derrière l'augmentation du salaire, c'est du pouvoir d'achat sur le moment, mais c'est aussi du pouvoir d'achat pour le futur à travers la retraite. Maintenant, on a du mal à passer sur cette thématique des augmentations de salaire, ou en tout cas, peut-être pas à la hauteur de ce qu'on souhaitait. Rien n'empêche, dans le cas des NAO, de partir sur d'autres éléments complémentaires, et c'est ce qui est ici un peu figuré, notamment peut-être de demander des évolutions, par exemple, sur la question de la prise en charge de la mutuelle. C'est un sujet assez simple et entre guillemets bête et méchant, mais en termes de pouvoir d'achat, quand on voit le coût de la mutuelle que ça peut avoir par rapport aux uns et aux autres, et y compris en termes d'incidence, ça peut avoir, y compris si l'accord en lui-même de la mutuelle est amélioré, ça peut être quand même très, très important, hein, y compris pour la prévoyance. Hein, les arrêts maladie, ça peut coûter cher quand effectivement les accords de prévoyance sont peut-être au ras des pâquerettes. La prise en charge du pass Navigo, je parle là évidemment pour les franciliens, mais également éventuellement sur les sujets de forfait mobilité, ça fait partie des sujets qui sont aussi à prendre en compte. Peut-être on peut aussi avoir d'autres éléments complémentaires autour du télétravail. À nouveau, tous les métiers ne sont pas télétravaillables, on sait bien, c'est environ 30%. Mais malgré tout, peut-être que ça peut être aussi une forme un peu de compensation. Il peut y avoir des sujets, vous voyez, annexes, parce que la question du temps de travail et des modalités du temps de travail fait partie aussi des articles. Hein. Quand vous reprenez l'article du Code du travail par rapport au NAO, on vous dit bien que c'est l'ensemble des éléments qui peuvent être évoqués, y compris accessoires. La question du taux des ASC. Ok, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le thème, mais malgré tout, si on a du mal, on sait bien, à travers les activités sociales et culturelles du CSE, malgré tout, c'est aussi un petit peu de pouvoir d'achat qui est restitué aussi aux salariés si le taux augmente. L'abondement, peut-être salarial à travers les passes salariales qu'on peut avoir. Bon, vous voyez bien que j'ai essayé d'illustrer à travers certaines planches, certains points ici. J'ai mis 3 petits points aussi parce qu'à nouveau, on pourrait lister énormément de sujets, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de points qui peuvent être abordés sur cette thématique-là. Je finirai juste sur un dernier point, peut-être, voilà, sur ce point, consiste à dire, bien sûr que les annexes au salaire que j'ai évoquées, la mutuelle prévoyance, tout ça, ça peut être des sujets qui donnent lieu à une négociation, mais également sur, potentiellement, on comprend que ça soit compliqué de faire un effort au niveau salarial individuel et ou collectif. Malgré tout, est-ce qu'on ne peut pas aller sur de l'amélioration sur des dispositifs collectifs? Alors attention, on sait, dans le cas des NAO, on ne peut pas substituer un dispositif collectif au NAO. Maintenant, on le sait, dans la pratique, ça peut venir peut-être l'améliorer ou compléter. D'où le sujet qui consiste à dire, est-ce qu'on ne peut pas aménager ou modifier peut-être l'accord d'intéressement ou un supplément d'intéressement? Bien sûr que ce n'est pas tout à fait les mêmes charges, cotisations, associées, mais un supplément d'intéressement, ça peut être aussi intéressant pour l'entreprise. Supplément de participation, ça fait partie des sujets qui sont aussi envisagés. Bon, PPV, prime de partage de la valeur, exprime Macron, bon, ça peut toujours revenir aussi aujourd'hui, même si les dispositifs fiscaux et sociaux sont moins favorables aujourd'hui, en tout cas pour les entreprises de plus de 50 salariés. Les parts salariales à travers l'amendement. Et puis, depuis la loi du partage de la valeur de novembre 2023, vous avez quand même de nouveaux dispositifs aussi qui ont été institués, avec la possibilité d'avoir des primes de partage de bénéfices exceptionnels ou des primes de création de valeur. Bref, il y a d'autres dispositifs complémentaires qui sont d'ordre collectif qui pourraient venir peut-être compléter ces NAO qui seraient jugées comme étant peut-être insuffisantes ou trop faibles. Donc, voilà pour. Enfin, bon, j'avais une petite page de conclusion, mais voilà, je ne suis pas. Voilà, garde-la pour le mot de la fin. Je vais laisser la place. Merci. Ouais, je garde. Merci Julien de prendre en considération cette contrainte. Voilà, au regard de ce que tu as pu dire, Stanislas, je t'invite à reprendre la main peut-être. Et moi, il y a un truc que très rapidement, je vais te lancer là-dessus, Stanislas. C'était, on parlait tu me disais quand on encadrait comment les entreprises de ton secteur asséchaient en fait la partie agence, toute la valeur remontait sur les holdings en termes et que bref, il restait que de chi au niveau de l'agence pour les chauffeurs en termes de valorisation. À toi, Stanislas. Oui, je te remercie. Alors, c'est une transition, mais toute trouvée, puisque j'allais justement y venir, puisque Julien en a parlé sur structurellement déficitaire. Et effectivement, les entreprises sont structurellement déficitaires. C'est un déficit qui est voulu, qui est calculé, qui est planifié sur, là pour le coup,
planifié sur le long terme, avec l'effet de holding, où on va avoir une agence qui va créer de la richesse et qui va, on va prendre un exemple tout bête, une société de transport, elle va avoir tout plein de structures autour pour sortir les bénéfices de la société de transport. Elle va avoir un service informatique à elle, elle va avoir une société immobilière, elle va avoir une société de location, elle va avoir une société pour les ateliers, plus la cession de la marque entreprise. Et une fois que tout remonte à la holding, et ben effectivement, l'agence qui crée la richesse où il y a le plus de masse salariale est volontairement positionnée soit à l'équilibre, soit en léger négatif. Et là, les entreprises, les employeurs viennent expliquer aux salariés que heureusement qu'il y a ces allègements de cotisation, parce que sinon, ils seraient encore plus en déficit. Alors qu'en fait, ce déficit, il est voulu, il est créé, mais créé de toutes pièces. C'est pas conjoncturel. Alors, effectivement, à la marge, il y a des entreprises qui sont déficitaires conjoncturellement. Mais toutes les sociétés de transport sont établies comme ça. Avant, les véhicules appartenaient aux transporteurs. Une fois qu'ils étaient payés, c'était tout bénef. Maintenant, le véhicule, il n'est jamais payé et il n'est jamais fini de payer, puisque le tracteur, il va être loué par la société de location qui appartient à l'entreprise, enfin, qui appartient à la holding. Ça, c'est pour le véhicule tracteur, mais pour la remorque, c'est jackpot total, puisqu'une remorque, ça peut servir pendant 25-30 ans. Et bien, pendant 25-30 ans, cette remorque va être louée 350-400 € par mois à la structure. Et ce qui fait qu'elle ne sera jamais payée pour la structure. Elle sera continuellement en train d'apporter du grain à la holding. Et sur un autre sujet que j'ai vu passer. Alors, rapidement, excuse-moi Stanislas, le ton rapidement par contre. Ouais. Il y a Cédric dans le fil qui a dit mais qu'est-ce qui est le mieux entre les augmentations de salaire et les annexes telles que les chèques cadeaux. Eh ben, c'est très clair. Les chèques cadeaux, c'est 196 € de plafond maximum, mais c'est bien marqué en gros 196 € exonérés de cotisation sociale. Donc, mieux vaut gagner 200 € de plus de salaire et avoir des cotisations sociales pour l'avenir, pour la retraite, pour la maladie, pour tout ce qui va avec, plutôt que effectivement 196 € qui seraient dépensés aussitôt et qui ne généreraient pas de cotisation sociale. Merci à toi, Stanislas. Sébastien. Ouais, on ne peut pas refaire 3 tours de parole. Une petite parenthèse, c'était sur la question effectivement, des cotisations, des ASC. Hein. Vous avez vu le projet dans le cadre du projet de loi de finances, hein, effectivement, vous avez un taux potentiel de 8% hein, qui serait appliqué quand même. Alors, sans cotisation, un peu plus peut-être aujourd'hui, mais enfin, même si ce n'est pas censé réduire hein, les ASC, mais enfin, malgré tout, ça va peser hein, certainement aussi dans les NAO sur ce sujet-là, bien sûr. Sébastien. C'était juste une parenthèse. Sébastien, si tu veux un petit mot juste un mot rapide. Ouais, c'était juste pour répondre, j'ai répondu dans le chat à Thomas, quels sont les arguments pour démonter un discours de la direction quand il n'y a pas d'inflation et qui dit bah donc je ne vais pas vous augmenter. Moi je pense qu'il faut essayer de les chercher sur les valeurs en leur disant bah voilà, si vous êtes quelqu'un de progressiste et vous voulez qu'on vive mieux demain qu'aujourd'hui et qu'hier, il faut augmenter le pouvoir d'achat des gens et jusqu'à preuve du contraire, ça coûte moins cher d'augmenter les salaires quand il y a une faible inflation en valeur absolue que de le faire quand il y a 4% d'inflation. Donc je pense que ça aussi, ça peut être un discours sur les valeurs et qu'est-ce qu'il veut de bien pour ses salariés au présent et surtout dans le futur. Et je rajouterais peut-être un point par rapport à cette partie-là, c'est je pense que c'est aussi
problématique d'avoir ces politiques salariales par à-coup au niveau des entreprises, parce que lorsqu'on est très restrictif à cette période, lorsque ça va mieux, les salariés s'en souviennent et vont chercher ailleurs. Donc, il faut aussi avoir en tête que c'est aussi parfois dans des logiques un peu de moyen terme, peut-être pour l'entreprise. Je sais que c'est des mots qui sont compliqués parfois à entendre au niveau des entreprises, mais une politique de moyen terme est importante si on veut effectivement structurellement être progressé. Donc, les salariés ont bonne mémoire. Hein. Quand ils sont contraints parce qu'il y a une situation de l'emploi qui est difficile, d'accepter des modérations salariales injustes, ils s'en souviennent dès que ça va mieux au niveau de la politique de l'emploi. Ok. Bah, écoutez, on arrive, on n'a pas tout dit, loin de là. Mais je pense qu'on a quand même pas mal balayé le sujet. Ben, merci à toi, Julien. Malgré les contraintes, on y est arrivé. Merci à toi, Stanislas, et à Sébastien. Merci de votre participation dans la salle. On n'a pas répondu à toutes les questions. Il y en avait certaines peut-être un peu techniques, là. Voilà, mais en tout cas, j'espère que ça vous a contribué à vous nourrir. Vous avez la présentation de Julien que vous pouvez télécharger de maintenant et vous aurez dans le replay et que vous recevrez dans la synthèse. Je vous souhaite une très très bonne journée. Il y aura un compte rendu à suivre également sur Miroir Social. Prochain direct, la date est en train de se caler, mais ça sera sur les accords de performance collective. On va faire un bilan parce qu'il y en a beaucoup qui signent. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a beaucoup qui signent. Et c'est un vrai sujet, très intéressant. Voilà, comme l'était celui de ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et encore mes excuses pour les petites contraintes techniques qu'on vous a fait subir au début. Mais bon, c'est les aléas du direct, comme on dit. Et voilà. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. À bientôt. Bonne Merci journée. à tous. Au revoir. La bonne journée à vous. Je coupe.